Madame la préfète, Madame Nicoli, secrétaire générale du département du Rhône et préfète à l'égalité des chances, Monsieur le maire de Lyon, Monsieur Grégory Doucet, chère amie Hélène, présidente de la Fédération nationale Solia, Mesdames et Messieurs les élus et les représentants des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, nous en avons beaucoup, et puis aussi chers amis Solia qui viennent de toute la France, puisque nous avons aujourd'hui eu une journée de travail importante sur précarité et habitat indigne, précarité énergétique, habitat indigne, qui a rassemblé effectivement nos collègues à travers la France. Nous sommes très honorés de votre présence et nous vous en remercions chaleureusement. Je tiens à saluer en particulier le représentant de l'État. C'est vrai que si nous avons pu mener les combats dont nous parlons aujourd'hui sur précarité énergétique et habitat indigne, c'est depuis très longtemps grâce à l'appui de l'État et à la mobilisation de nos partenaires et au concours des collectivités locales. Nous sommes également heureux de pouvoir saluer les membres de la famille de Jean Pilat, fondateur et président du pacte devenu Solia, Solidaire pour l'habitat, ainsi que les membres de la famille de Madame Martel, première salariée de notre association. Le fait qu'il y ait la présence des deux, à la fois les bénévoles qui ont été à l'origine et ceux qui ont porté concrètement, est pour moi un signe important. Solia, c'est une association, mais c'est une association dans laquelle la dimension humaine est un élément essentiel. Et donc, vraiment, pour nous, c'est très important, effectivement, de pouvoir associer ces deux composantes de notre aventure. Nous voulons conclure donc cette journée nationale Solia, à laquelle ont participé de nombreux représentants des associations de toute la France, par un moment à la mémoire de notre fondateur Jean Pilat, qui, effectivement, dans les années 1942, s'est lancé dans cette grande aventure. Précarité énergétique et habitat indigne étaient les thèmes de travail de cette réunion. La précarité et l'indignité dans le logement étaient bien sûr déjà présentes il y a 80 ans dans le combat d'une poignée de bénévoles autour de Jean Pilat. On aurait pu espérer avec le temps que les actions collectives viendraient à bout de cette plaie sociale. Les conditions d'habitat, il faut le reconnaître, se sont heureusement améliorées pour nombre de nos concitoyens. Mais force est de constater qu'encore aujourd'hui, trop de personnes, dont des enfants, sont sans logement ou très mal logés, avec un risque accru parfois de devoir quitter leur logement en raison de charges qui deviennent trop lourdes. Et on sait bien que l'actualité nous ferait prévoir malheureusement des problèmes de cette nature. Nous le savons, le contexte actuel de guerre amplifie ces phénomènes en poussant des personnes sur le chemin de l'exil. Ces crises géopolitiques associées à la crise climatique font du logement un enjeu essentiel de notre société française. L'exclusion augmente. Les files d'attente pour accéder à un logement social sont interminables. Et dans le parc privé, les loyers augmentent, malgré des mesures récentes, notamment d'encadrement des loyers. La suroccupation est la règle pour les ménages modestes. Et l'interdiction de louer les passoires thermiques va bientôt laisser prévoir que la tension sur le marché n'est pas près de se résorber. On le voit, les combats de Solia contre le mal-logement ne sont pas des combats d'arrière-garde, mais au contraire, des combats d'aujourd'hui et de demain. Et bien sûr, se rappeler de notre histoire comme nous voulons le faire aujourd'hui, en ce moment, c'est donner du sens au projet associatif que nous sommes en train d'actualiser. Quand nous avons décidé de fêter cet anniversaire, nous étions dans une phase de déménagement pour agrandir nos locaux. Et la question de la place de nos archives s'est alors posée. Nous avons pris contact avec les archives départementales qui nous ont fait découvrir la valeur historique de ces documents.
En effet, la création de notre association n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans un courant très fort à Lyon, avec des personnes comme Gabriel Rosset, fondateur de Notre-Dame des Sans-Abris, ou l'abbé Pierre, qui sont l'un et l'autre, parmi d'autres, des éminents représentants. Nous avons fait appel à des professeurs d'histoire de l'université et nous avons accueilli une étudiante en master recherche pendant 6 mois pour qu'elle travaille sur ces archives. Et nous souhaitons poursuivre ce travail de recherche en élargissant le sujet au contexte de la création de Solia, qui a favorisé l'éclosion de toutes ces initiatives. Nous avons d'ailleurs décidé de faire don de ces archives aux archives départementales, afin de les rendre plus accessibles et de faciliter ainsi le travail de recherche. Enfin, nous avons souhaité faire connaître cette histoire d'engagement citoyen aux jeunes générations. Et nous avons réalisé un numéro spécial de la revue de BD Les Rues de Lyon avec le dessinateur et scénariste Mathieu Ribière. Et vous en aurez des copies, bien sûr. Avant de céder la parole, je voudrais dire combien je suis heureux de la présence ce soir sur scène de Madame Violaine Jantet, fille de Marguerite et Jean Pilat, de Monsieur et Madame Balaï. Madame Balaï a été pendant plus de 20 ans présidente du pacte devenu Solia. Et donc je pense que c'est important, effectivement, et on va leur céder la parole, d'entendre leur témoignage pour effectivement comprendre d'où nous venons, de façon à savoir où nous voulons aller, puisque malheureusement, nous aurions pu espérer devoir dissoudre le Solia si les choses avaient été résolues, mais aujourd'hui, nous constatons que nous avons encore besoin d'être présents. Merci de votre attention. Place à la présentation des faits marquants et au témoignage. Jean Pilat naît à Lyon en 1911 au sein d'une famille d'industriels lyonnais spécialisés dans le commerce de la soie. Étudiant, il s'engage pour distribuer des repas auprès des personnes démunies et il est profondément choqué par les conditions d'habitat déplorables. En cette période de crise économique, des initiatives sont prises partout en France dans les milieux chrétiens et industriels pour aider les plus démunis. Par sa belle famille, Jean Pilat s'intéresse encore davantage à l'action philanthropique et au logement social. Il oriente alors son activité professionnelle vers l'immobilier. Jean Pilat commence à rédiger les statuts d'une association en 1938, mais c'est en 1942 qu'il crée le premier centre de propagande et d'action contre l'autodie, avec pour objectif l'étude et la mise en œuvre de toutes mesures permettant de lutter efficacement contre l'insalubrité des logements. En 1944, il dépose les statuts à la préfecture, et ce n'est qu'après la guerre qu'il peut réellement commencer les actions. Je ne souhaite pas que cette idée reste une bonne action. Je veux que nos engagements, nos convictions, nos réalisations soient pris en compte par les pouvoirs publics via une politique du logement qui se cherche au lendemain de cette guerre effroyable. Au-delà du pacte, Jean Pilat fait aussi partie des fondateurs du comité lyonnais d'aide au logement et de l'association des Castors du Rhône. En 1947, il organise à Lyon des journées d'études internationales sur l'habitat. Marie-Thérèse Martel joue un rôle déterminant dans le développement des actions du pacte de Lyon. Jean Pilat et elle se rencontrent pendant la guerre au service d'urgence de la Croix-Rouge. Après la guerre, Jean Pilat lui propose de venir à Lyon pour prendre en main les activités du pacte, ce qu'elle accepte. Elle restera directrice du pacte jusqu'en 1975 et assurera même la direction de l'Union régionale à sa création. Elle sera récompensée pour son engagement pour le logement des plus démunis. Des associations pactes se créent dans différentes villes, notamment à Dijon, Lille, Marseille. Jean Pilat démultiplie l'organisation de rencontres pour favoriser la création d'associations similaires. En 1951, la fédération est créée, avec comme premier président Jean Pilat. Le rapprochement se fait à cette occasion avec la Ligue nationale contre l'autodie, reconnue d'utilité publique. L'action des pactes et de l'abbé Pierre se croise régulièrement. Lors de l'hiver 54, le pacte de Lyon crée 9 centres d'accueil d'urgence pour venir en aide aux victimes du froid. Jean Pilat fait appel aux grandes entreprises pour qu'elles participent financièrement à la détection et à l'amélioration du logement de leurs ouvriers.
Le premier projet d'envergure du pacte est la création de la cité de transit d'Oulin. En 1956, le pacte décide d'acheter les anciennes tanneries lyonnaises dans le quartier de la Saulaie à Oulin. L'objectif est de créer rapidement 300 logements provisoires pour des familles dont les logements doivent être détruits prochainement. D'autres cités de transit verront le jour par la suite à Vénissieux, Villeurbanne et Lyon. Puis, en 1960, le pacte créera la société HLM, la sauvegarde immobilière, avec la ville de Lyon et la chambre de commerce, dans le but de développer du logement pérenne à bas loyer. Dans les années 60 et 70, les pactes réalisent des enquêtes habitat pour l'État et proposent des normes minimales d'habitabilité. Les associations de restauration immobilière sont créées principalement pour conduire les nouvelles opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qui se développent progressivement dans les territoires. Le réseau associatif se structure et les premières unions régionales voient le jour. En 1982, le Pacte de Lyon, le CLAL et le Comité départemental d'habitat rural créent ensemble une association d'information qui deviendra par la suite l'ADIL du Rhône. Dans les années 80-90, le pacte ARIM du Rhône conduit les premières interventions expérimentales dans les copropriétés dégradées et apporte sa contribution à la définition de dispositifs publics. L'association développe aussi l'accompagnement social en lien avec la loi Besson de 1990. En 1999, le pacte ARIM du Rhône fusionne avec le pacte de Villefranche et maintient son implantation locale à la Maison de l'Habitat de Villefranche. En 2001, à l'occasion des 50 ans de la Fédération, une plaque est posée aux 37 rues de la République à Lyon, en mémoire de Jean Pilat et du premier pacte, en présence de Louis Levesque, adjoint au logement de la ville de Lyon, Georges Cavalier, président de la Fédération, et Madame Pilat. Le lendemain, une rencontre nationale est organisée à Lyon sur le thème « Assurer à tous un logement décent », en présence de Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'État en charge du logement dans le gouvernement de Lionel Jospin. En 2012, une coopérative est créée avec les associations de la région et des partenaires financiers pour produire du logement à très bas loyer en réponse à des besoins non couverts. Les projets sont montés en lien étroit avec les communes. En 2015, le pacte ARIM du Rhône fusionne avec le pacte Rhône-Ouest. L'agence de Tarare est alors conservée pour maintenir un ancrage local essentiel à l'accompagnement de proximité. En 2015, au niveau national, a lieu la fusion des deux réseaux associatifs pour devenir Solia, Solidaire pour l'habitat. Cela marque une étape essentielle dans la lisibilité de notre mouvement. En 2020, Solia René Grand Lyon intègre l'ALSR et poursuit l'accompagnement des salariés modestes dans l'accès au parc privé ou intermédiaire. En 80 ans, notre association a connu 6 présidents et une présidente. Jean Pilat, René Bellemin, Philippe Mouterde, Florence Balaï, Jean Claret, Emmanuel de la Cotardière et Jean-Jacques Argenson. L'association a connu 8 adresses différentes, dont les 3 plus importantes sont rue de la République, rue Mercière et notre adresse actuelle, avenue Jean Jaurès. Plusieurs logos ont marqué ces 80 ans. Aujourd'hui, Solia René Grand Lyon met en œuvre son projet associatif avec un bureau composé de bénévoles issus de la société civile, un conseil d'administration réunissant les membres adhérents et les représentants des collectivités publiques et des acteurs du logement et de l'immobilier, ainsi qu'une équipe professionnelle de plus de 50 salariés. L'association a reçu l'agrément préfectoral Service social d'intérêt général au titre des missions d'ingénierie sociale, technique, financière et d'intermédiation locative. Chaque année, plus de 2000 ménages sont accompagnés dans leurs projets de logement dans la métropole de Lyon et le Rhône. Au niveau national, Solia est le premier acteur associatif de l'habitat privé à vocation sociale. Être solidaire pour l'habitat, c'est améliorer les conditions d'habitat des personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables, pour leur permettre d'accéder à un logement digne et économe en énergie. Notre mouvement associatif, né il y a 80 ans à Lyon, s'est déployé nationalement avec 5 axes d'intervention. La réhabilitation accompagnée, la conduite de projets de territoire, l'accompagnement social, la production de logements d'insertion et la gestion locative sociale. La reconnaissance acquise au fil des années et la confiance qui nous est faite nous honore et nous engage.
elles sont une force pour aborder les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Bien, nous allons donc maintenant passer au témoignage, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Violaine Jantet, qui est la fille de Jean Pilat, et qui a accepté de venir depuis hier où elle habite, et qui va donc nous offrir un témoignage sur Jean Pilat, bien sûr. Nous avons aussi Florence Balaï, qui a été pendant plus de 20 ans bénévole et au conseil d'administration du Pacte à l'époque, et qui en a été présidente, et qui, voilà, la seule, vous avez remarqué, la seule présidente. Donc merci d'être venu. Et puis Mathieu Rebière, qui est donc l'auteur de la revue Les Rues de Lyon, que vous avez maintenant dans les mains, et qui nous dira également quelques mots sur ce beau projet, Les Rues de Lyon, et puis peut-être aussi sur son expérience découverte à Solia. Donc sans attendre, je donne la parole à Violaine Jantet. Qui était Jean Pilat? Un très bon regard, aimant, qui ne juge ni que l'on veut éviter. Un regard qui porte vers l'avenir et qui vous donne confiance en vous. Ses loisirs, il en avait. Un jardinier qui connaît les semis et la taille, le bon geste au bon moment. Son père, Georges Pilat, lui en avait donné le goût. Il m'a appris les semis sous la serre de Hyères dans le Var. Il aimait cuisiner le pot-au-feu du dimanche, prenant le relais en père moderne déjà de sa femme, mère de 6 enfants. C'était la fête. Il s'intéressait à la géologie, à l'histoire ancienne, et notait dans différents carnets ses réflexions et les citations relevées au fil de ses lectures. Il aimait la pêche à la truite, qu'il pratiquait solitaire dans les eaux bouillonnantes proches de l'abbaye de Fontenay, en Bourgogne. Il peignait d'après des photos qu'il saisissait avec son appareil Polaroid. Homme qui a consacré sa vie à améliorer celle des autres, il avait besoin de ces moments de solitude pour se ressourcer. Sa vocation, marié à 22 ans, il évolue au sein de la famille de son épouse, Marguerite Bérard, très engagée dans les actions sociales et l'assistance aux démunis. Le grand-père de Marguerite, Félix Mangini, était un homme rayonnant, hors du commun, pionnier du développement du chemin de fer en France, mais aussi un philanthrope, pionnier de l'habitat social à Lyon, créateur de plusieurs sociétés et fondations, dont la Société des logements économiques en 1886, aujourd'hui OPAC du Rhône, la Société d'alimentation qui distribue des repas bon marché au Brotteau et à la Guillotière en 1891, l'œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents en 1897, qui créera un premier sanatorium à Hauteville pour accueillir les malades de la région lyonnaise. Quel exemple pour Jean Pilat, qui s'engage encore étudiant dans l'aide aux mal logés. Vous connaissez mieux que moi la suite formidable du développement des pactes en France. Mais la vocation humaniste et professionnelle de mon père est allée bien au-delà. Son activité de promoteur immobilier à Lyon ne visait pas seulement le profit, mais consistait à restaurer ou reconstruire des immeubles permettant la location ou l'accession à la propriété des plus modestes. C'est tout l'esprit de la rénovation des quartiers merciaires. Enfin, son beau-père, Léon Bérard, grand chirurgien lyonnais, président de l'œuvre lyonnaise après le décès de Félix Mangini, avait construit un second hôpital pour les tuberculeux, achevé en 1937 à Hyères, dans le Var. Jean Pilat et sa famille venaient régulièrement dans le Midi. Il devint administrateur de l'établissement, puis président après la mort de Léon Bérard en 1956.
Commence alors une troisième vie, accompagnée par ma mère Marguerite Bérard. La mutation d'un hôpital dédié aux soins des tuberculeux en un centre de rééducation fonctionnelle en 1960, puis un établissement sanitaire de 300 lits participant au service public hospitalier en 1976. Il soutient et développe la diversification des activités, notamment dans le domaine de la cardiologie, brûlure, neurologie, en restant toujours attentif au confort et au bien-être des malades. Mission accomplie. Enfin, et retour à ses origines, c'est maintenant dans l'enceinte de ce bel hôpital que nous accueillons en suite de soins les démunis, les sans domicile fixe de l'association varoise Promo Soins, gérée par le diaconat de Toulon. Ils sont progressivement installés dans la villa Sylvabelle, dominant le parc, la mer et les îles si proches. Ainsi, la villa Sylvabelle, acquise par Bérard en 1930 et administrée par Jean Pilat, est mise à disposition de personnes qui n'auront jamais connu que la rue. Restait-il une place pour sa famille dans ces vies si complètes et engagées ? Oui. Il partageait avec notre mère ses projets et tenait compte de ses avis. Il s'assurait de faire suivre à chacun de ses enfants un parcours honorable, correspondant à ses dons, et de les initier à la culture. Nous, ses enfants, sentions que le marin tenait la barre, et nous sommes toujours fiers de cet homme qui avait choisi de venir en aide à d'autres hommes dans le besoin. Merci d'être là en famille. Merci beaucoup, Violaine Jeantet. Et je sais que vous êtes justement, avec votre mari, toujours à vous occuper de cet hôpital pleinement. C'est votre vie entière. Et peut-être juste dire un petit mot sur qu'est-ce que ça vous a fait qu'on vous demande de venir là pour... J'ai laissé mon micro. Je suis très émue parce que c'est un peu retrouvé dans la salle ou dans les préoccupations de chacun, ce dont j'ai entendu parler petite, et je pense que cela crée une sorte de famille. On est tous heureux de se retrouver là et de partager cet anniversaire. Voilà, et je m'occupe avec mon mari de la suite des opérations, c'est-à-dire d'accueil pour l'hôpital Léon Bérard, qui est extraordinaire, que je vous conseille s'il vous arrive la moindre problème cardiaque. C'est le numéro 1 après le CHU de Nice. On est très médicalisé. Il y a un parc de 15 hectares. Venez ou ne venez pas. Ça donne envie, hein. On a tout de suite envie d'aller à l'hôpital. Merci beaucoup, merci infiniment d'être venu. Je passe la parole à Florence Balaï, qui a partagé une grande période de sa vie et de la vie du pacte. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette période-là ? Alors, j'ai démarré toute jeune femme. Je ne voulais pas m'engager dans un travail salarié parce que j'avais 2 très jeunes enfants. Et donc, j'ai tenté le bénévolat en choisissant le pacte plutôt que les sans-abri ou une autre association catholique, parce que je trouvais intéressant cette association à caractère laïque, humaniste et s'occupant du logement, que j'estime être quand même la pierre angulaire du développement de la personne. C'est difficile de se développer pour une famille, pour un homme, même célibataire, sans avoir cette base de logement, cet ancrage. Donc, Jean Pilat était l'oncle de mon mari, et je lui propose, avec mon mari, nous proposons que je rentre aider Madame Martel dans cette association. Et la première chose que j'ai faite, j'étais plongée, si on peut dire, dans la problématique. Madame Martel me demande de faire une enquête sur la rue des Capucins, le quartier du Forez, un avant-goût
des futures opérations de quartier, de réhabilitation de quartier. Et je dois dire que ce n'était pas triste, hein, car à l'époque à Lyon, dans les années 1970, en moyenne, si ma mémoire est bonne, 30% seulement des logements avaient des sanitaires propres, des WC propres. Autant vous dire que dans ce vieux quartier de la Croix-Rousse, les pentes de la Croix-Rousse, il y avait très couramment, disons tout le temps, un seul WC par étage dans le couloir. Tout ça très humide, très noir, très sale. C'était vraiment des quartiers très, très, très paupérisés. Ensuite, Madame Martel m'a demandé de m'intéresser aux cités de transit. Autre problématique. J'allais très régulièrement soutenir les directeurs de ces cités qui vivaient sur place, les gestionnaires, que c'était, disons, un job difficile, avec déjà à l'époque, disons, des caillassages de bus par les gamins, la police qui n'arrivait pas à rentrer dans la cité d'Oulin. Donc vous voyez, monsieur le maire, que le sujet est récurrent, si on peut dire. Est récurrent. Et on n'a pas toujours trouvé de solution. Ensuite, ces familles qu'on arrivait à reloger nous posaient des problèmes. Donc on a fait des partenariats pour continuer à les suivre dans l'habitat social traditionnel. Dans des autres activités, le maire, M. Polga, à l'époque de Saint-Priest, avait un gros problème avec ses copropriétés privées. Ça perdure. Et donc, il a demandé au PAC s'il pouvait faire quelque chose pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à trouver une solution pour améliorer ces copropriétés privées et les aider à revenir si on peut dire, dans un habitat correct. Donc, les problèmes se suivent et se ressemblent malgré tout. Ce qu'on peut dire, pour terminer, c'est qu'il y a toujours eu un partenariat public, si on peut dire, associatif. Et le PAC est toujours à la recherche de solutions, disons, humaines et particulières pour résoudre des problèmes de société et des problèmes humains. Et, je pense que c'est sa vocation d'être une tête chercheuse de résolution, par exemple, les premières réhabilitations de quartier ont été reprises après par la CERL. Nous avons été la tête chercheuse de ces opérations. Donc on a été, disons, à l'origine de pas mal de problématiques qui ont pu être reprises après par les pouvoirs publics. Voilà. Merci beaucoup. C'est important de rappeler comment justement se passaient les choses. Et puis on retrouve exactement les mêmes buts aujourd'hui. Donc ça fait du bien de les entendre. Merci. Je vais passer la parole à Mathieu Rebière, qui nous connaît depuis moins longtemps que les deux témoins précédentes, qui nous connaît depuis pas longtemps du tout, même on peut dire. Mais du coup, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est que les rues de Lyon, l'épicerie séquentielle, et puis nous dire qu'est-ce que tu as découvert en venant nous voir à Solia. Alors j'ai un peu tout découvert, et ça fait pas très longtemps, mais je suis très content d'avoir découvert votre association et tout ce travail. Alors effectivement, je fais partie du collectif d'auteurs lyonnais L'épicerie séquentielle, qui depuis 8 ans crée chaque mois une histoire complète de bande dessinée en 10 pages sur un aspect de l'histoire de Lyon. Et on s'est vraiment retrouvés quand vous nous avez sollicité, parce que l'épicerie séquentielle, c'est comme Solia, c'est une belle aventure humaine. Et en l'occurrence, ancrée également, j'allais dire, dans les questions locales, politiques, sociales. Le monde de la bande dessinée, c'est un monde aujourd'hui où le modèle économique est un peu catastrophique pour les auteurs. Et en fait, le collectif a créé, donc il y a maintenant à peu près une dizaine d'années, un modèle économique alternatif
qui est basé sur les circuits courts et sur la solidarité. C'est-à-dire que chaque mois, c'est l'ensemble des auteurs du collectif qui, bénévolement, participent à toutes les étapes du processus de création de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on gère le site, nos abonnements, les relations avec les imprimeurs, nos finances. C'est nous qui livrons les 50 points de vente que nous avons aujourd'hui sur Lyon, qui sont essentiellement des librairies indépendantes. Voilà. Et ce travail bénévole de tous permet que la marge soit suffisante pour que l'auteur du mois, à tour de rôle, eh bien, gagne 3 fois plus en proportion que dans le système d'édition normal. Donc on a tâché de créer à travers le circuit court un modèle économique, voilà, qui est vertueux pour les auteurs, alors qu'il ne suffit pas à les faire vivre, mais qui en tout cas voilà, est en tout cas une recherche. Et puis voilà, on a cette dimension donc, du plaisir de faire découvrir à nos lecteurs les extraordinaires histoires qui se sont passées à Lyon, qu'il s'agisse de personnages, d'événements, de choses comme ça. Et donc, Solia avait bien entendu sa place. Alors nous, on ne l'avait pas découvert tout seul, donc c'est bien d'être venu nous chercher. Alors quand vous lirez la bande dessinée ou si vous l'avez déjà lue, vous voyez que ça se passe comme une espèce de grande réunion où tout le monde raconte. Bon, mais ça c'est une invention. Il n'y a pas eu une seule grande réunion. On s'est vu à de nombreuses reprises. J'ai eu la chance de pouvoir suivre un certain nombre des acteurs de l'association sur leur lieu d'action. Et voilà. Et donc le travail a été vraiment extrêmement positif. Et en quelques mois, on a eu la possibilité de sortir cette bande dessinée qui devait absolument sortir pour cet événement. Voilà, donc c'est un très bon moment passé avec l'association. Nous allons donner la parole donc à Monsieur le maire de Lyon et puis à Madame la préfète. Jean-Jacques, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, j'ai été très touché du témoignage tant de Madame Jantet que de Madame Balaï, parce qu'effectivement, c'est ce côté humain, je dirais presque familial, parce qu'on disait tout à l'heure, avant de venir sur scène, qu'au fond, c'était quand même une grande famille, et on sent ça, pas dans la limite, au contraire dans la chaleur, dans le côté dynamique des choses. Et vous confirmez ce côté... Merci. Mais non, je suis prêt à céder la parole à, oui, on va Doucet, rester là parce qu'après on prendra une photo tous ensemble. Mesdames et messieurs, je vais vous saluer en vos noms, grades et qualités. Madame la préfète, vous m'autorisez à formuler ainsi les salutations pour faire court. D'abord vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour la clôture de vos travaux et pour partager ce moment destiné à marquer dans la convivialité, dans la joie et l'amitié, un anniversaire qu'on pourrait qualifier de peu commun. 80 ans, cela fait indiscutablement de Solia une d'âge plus que respectable, hein, qui a traversé beaucoup d'époques et a accumulé bien des expériences. Elle a même parfois changé de nom, puisqu'il s'agissait, comme je l'ai appris à l'origine, du pacte en 1942, association dont le but déclaré en préfecture en 1944 était l'étude et la mise en œuvre de toutes mesures permettant de lutter efficacement contre l'insalubrité des logements, lequel renvoie de manière assez évidente au projet de la Ligue nationale contre les taudis, fondée en 1924. Surtout, Solia a fusionné en 2020 avec l'Agence locative solidaire du Rhône, créée et soutenue par la ville de Lyon depuis 2002. Lyon, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je me réjouis de vous l'apprendre aujourd'hui, a une longue tradition de partenariat avec le mouvement Pactarim, devenu Solia, au travers de dispositifs de requalification du parc privé. Qu'il s'agisse d'opérations programmées, d'amélioration de l'habitat comme à Aenay. Alors je vais citer, pour les non-lyonnais, je vais citer sans doute quelques noms de quartiers dans mes propos que vous ne reconnaîtrez peut-être pas tous et toutes, mais sachez que je vais essayer de vous faire voyager un petit peu à travers notre ville. Donc, je le disais, donc, comme le programme d'amélioration de l'habitat à Aenay à la fin des années 70,
à Bellecombe-Charmette dans les années 80, à Vèze dans les années 90, ou sur la rive droite de la Saône dans le 5e et le 9e, au tournant du nouveau millénaire. Que ce soit pour l'animation du plan de lutte contre l'habitat indigne et de l'OPA indigne dans les 1er, 4e, 3e, 7e arrondissements sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Lyon entre 2002 et 2008. Ou enfin, pour l'animation expérimentale du programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés sur la Duchère de 2013 à 2015. Et puis, même si Lyon est une ville où mémoire n'a rien d'un mot vain, même si 80 ans d'activité, c'est un nombre suffisamment édifiant pour qu'on se retourne vers hier, en vue de comprendre d'où l'on vient, Lyon et Solia, c'est une relation constitutive du présent et qui entend écrire l'avenir. En 2021, la LSR Solia a été contactée par plus de 500 ménages. On a accompagné 171, dont 57 ont été relogés. Et surtout, Solia a été une des premières associations, l'an passé, à avoir rejoint, et je vous en félicite, le comité de soutien du programme Lyon 2030, ville climatiquement neutre, qui a vocation à jouer un rôle majeur pour la justice sociale et la qualité de vie des Lyonnaises et des Lyonnais, en contribuant à limiter le changement climatique tout en atténuant les effets. La question de la disparition des passoires thermiques jette ici un pont évident entre les préoccupations centrales de nos politiques publiques et l'engagement historique de votre association. Aussi, vous vous en doutez, c'est une joie et un privilège pour la ville de Lyon d'avoir pu accueillir votre rassemblement. La symbolique en est forte puisque c'est notre cité, cela a bien été rappelé, qui a vu l'association émerger, croître et grandir. Lyon et ses environs, bien sûr, je n'oublie pas tout ce qu'il se passe au niveau métropolitain. On parlait de d'Oulin un peu plus tôt. Nous avançons, vous vous en doutez, main dans la main avec aujourd'hui la métropole. J'en profite pour évoquer, parce que je sais qu'il a dû partir, Renaud Perle, son vice-président au logement et délégué à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville, qui a été avec vous un peu plus tôt aujourd'hui et a participé à l'animation de cette journée. Alors je sais en plus que des visites ont été effectuées ce matin en dehors de Lyon, à Tarare, à Villeurbanne, à Vénissieux, à Saint-Priest. J'espère et j'imagine qu'elles ont toutes tenu leurs promesses. Tous les projets qui sont menés dans les communes avoisinantes sont quelque part interconnectés, ou pour dire mieux, interdépendants, puisque c'est un équilibre global à l'échelle de l'ensemble de notre aire urbaine qu'il s'agit de garantir et de promouvoir. Lyon, vous le savez, est marqué par une tradition humaniste. Par exemple, Paul Bouchet, le très regretté président d'ATD Quart-Monde, était également bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, à l'origine de la création du syndicat de la magistrature, ardent défenseur du droit au logement opposable. Il encourageait vigoureusement les membres d'ATD à militer pour l'accès de tous aux droits de tous. Résistant à 19 ans, il aura toute sa vie combattu pour la liberté, pour une égale justice, pour le respect de l'égale dignité de chacune et de chacun. Tout le monde connaît aussi, bien sûr, l'abbé Pierre, né il y a 110 ans dans le 4e arrondissement de Lyon, et de son mouvement les chiffonniers d'Emmaüs. La voix tonitruante de l'abbé Pierre, ses révoltes contre l'indifférence et l'abandon des plus démunis, son appel à l'aide le 1er février 1954, après que des drames en série se sont produits, et je le cite, « Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu, devant tant d'horreurs, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent, tonne-t-il. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où l'on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage », ces simples mots. « Toi qui souffres,
Qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible, poursuit-il, tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Chacun de nous peut venir en aide aux sans-abri. Il nous faut pour ce soir et au plus tard pour demain 5000 couvertures, 300 grandes tentes américaines, 200 poêles catalytiques, etc. Vous vous souvenez de cet appel poignant à l'hiver 54, poignant mais pragmatique, donc utile et d'une grande efficacité? Eh bien, Jean Pilat et l'abbé Pierre se connaissaient bien. Ils avaient en commun de savoir mettre leurs convictions au service de leurs actions. Ils agissaient pour les mêmes causes. C'est en 1954 aussi que le Pacte, ancien nom de Solia, ouvre, au moment de la période de grand froid, 9 centres d'accueil de quartiers pour héberger les sans-abri et personnes isolées. Jean Pilat veut faire appel aux grandes entreprises de l'industrie pour qu'elles participent aux frais de contrôle technique pour les logements de leurs employés. Plusieurs subventions ont été versées en juin 1954. Rodiaceta, ville de Lyon déjà, Cafal, chambre de commerce. Et deux ans plus tard, nous l'avons vu, ça nous a été présenté un peu plus tôt, c'est l'achat des tanneries de la Soleil à Oulin et leur transformation en une cité de transit de 300 logements. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'association, vous l'avez entendu. Puis vous avez le très beau numéro des rues de Lyon, du collectif L'épicerie séquentielle, pour vous la remémorer. J'insiste encore et je me permets de faire un petit peu de publicité à l'épicerie séquentielle. Il y a tellement de magnifiques numéros sur l'histoire de la ville de Lyon. Je prends toujours beaucoup de plaisir à en acheter un numéro, même si je dois avouer, j'en ai loupé quelques-uns, Mathieu, mais bon. Simplement noter qu'entre les comités décentralisés de 1953 avec des permanences à Montchat, Vèze, Gerland, puis Bellecour, Perrache, Guillotière, Montplaisir, chargés de faire campagne pour la récupération des greniers aménageables et la proposition des normes minimales d'habitabilité en 1962, moins de 10 ans se sont écoulés. Les choses peuvent aller très vite, les règles bouger, oui, mais aussi le niveau de confort et la qualité être brutalement boostés par des mesures politiques volontaristes et une détermination collective de grande envergure produite par un nouveau régime de sensibilité. Aujourd'hui, ce qu'il nous reste à réussir pour créer des logements abordables, décents, confortables, épanouissants, c'est-à-dire bien isolés de la chaleur en été comme du froid en hiver, cela paraît titanesque. Mais d'autant plus impérieux avec la crise de l'énergie qui a commencé et qui n'est qu'une facette de cette fameuse question des limites planétaires et de la capacité de charge de la biosphère. L'entreprise, pour vous, pour nous, elle est homérique. Nous ne nous décourageons pas pour autant. À Lyon, nous souhaitons résorber 100% de notre déficit de logement social au titre de la loi SRU. En parallèle, nous actionnons tous les leviers au service de la production de logements sociaux et abordables, en lien bien évidemment avec la métropole de Lyon. Après une chute du nombre de permis de construire en 2018 et 2019, la ville de Lyon a redressé la barre en 2020 et 2021 en autorisant la construction de près de 2900 logements par an. En 2021, la ville a agréé la réalisation de 1432 logements sociaux et par ailleurs, nous nous engageons dans l'accession sociale à la propriété et nous conduisons une politique volontariste de lutte contre la spéculation avec le développement notamment du bail réel solidaire. Avec mes adjoints, Raphaël Michaud, délégué à la ville abordable, bas carbone et désirable, Sandrine Runel, adjointe déléguée aux solidarités et à l'inclusion sociale, et Sophia Popov, qui est avec nous ce soir, conseillère déléguée à l'habitat et au logement, nous croyons à la synergie de toutes les forces vives.
pour protéger les habitants les plus précaires de tomber à la rue, ramener vers le logement d'abord et insérer ceux qui y sont confrontés, les accompagner dans la réhabilitation de leur logement, les sortir de l'habitat indigne, trouver des solutions pour accéder à un logement qui leur convient ou rester dans le leur, en finir avec les passoires thermiques, une composante déterminante du mal-logement, vous le savez, vous l'avez traité aujourd'hui, puisque 6 millions de ménages en France sont en situation de précarité énergétique. J'imagine que ce chiffre vous a déjà été communiqué aujourd'hui. Et qu'il s'ensuit de cette situation de précarité énergétique, souffrance psychique, déprise des contraintes de l'existence, rupture de liens, parfois détresse économique, dégoût, non-paiement des factures, expulsion. Vous connaissez le cycle. Le cycle a brisé. Il n'y a pas de fatalité. Cela passe par une mobilisation générale, notamment du logement vacant, un encadrement des loyers, la lutte contre l'inflation des logements meublés saisonniers, la signature de chartes, des coopérations, la mise en place de dispositifs comme le baromètre du non-recours, la primauté accordée au respect de la dignité et à l'écoute, le travail de votre association. Autant d'objectifs que nous avons en commun et qui nous relient. Un investissement massif de l'État aussi, pour en faire une cause absolument prioritaire en vertu des nécessités sociales et écologiques qu'elle recouvre. Voilà ce qu'on attend. Quoi qu'il en soit, je suis infiniment heureux de pouvoir compter sur vous, d'apprendre collectivement et mutuellement autant de vous. La gratitude de la ville de Lyon pour l'action accomplie vous est acquise, immensément acquise. Sa fierté aussi. Très bon anniversaire à Solia et même longue vie à elle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je reviens pour la préfète. Super, merci beaucoup. Madame la préfète. Je suis désolée de vous imposer. Ne vous inquiétez de rien. Alors, je vais prendre exemple sur Monsieur le maire. Je vais me libérer de la contrainte du protocole et essayer de faire attention à ce que vous indiquiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, puisque je sais que vous venez d'un peu partout en France et donc que le timing est contraint, comme on dit en bon français. Je suis vraiment ravie de pouvoir être avec vous, de pouvoir conclure avec vous cette journée de travail, de réflexion, de rétrospective et de perspective. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, que vous regrettiez que ce ne soit pas un anniversaire qui soit aussi une dissolution. J'ai tendance à dire que comme le logement est la seule chose qui concerne 100% de la population, c'est une préoccupation qui nous concerne tous, de divers degrés, de diverses manières. Finalement, votre association, elle a pour vocation d'évoluer et d'accompagner chacune de ces révolutions, finalement, qui sont en cours, qui vont être en cours dans la relation entre l'habitat et les habitants. Vous étiez choisi 2 thèmes majeurs, la précarité énergétique et la lutte contre l'habitat indigne. Finalement, c'est des lignes fortes de votre action, mais également de l'action des acteurs publics, des collectivités, de l'État. La rétrospective que vous nous avez faite nous a rappelé finalement dans quel état était notre pays au lendemain de la guerre. Avant de venir à Lyon, j'ai servi au Havre et les images du Havre après la Deuxième Guerre mondiale montraient une ville qui n'existait plus, tout simplement. Et quand on voit ça, on se dit que finalement, collectivement, on a su porter des actions extraordinairement déterminées et déterminantes. On sait faire. On sait faire quand on est ensemble. On sait faire quand on met en synergie les savoir-faire, les moyens, les convictions. Et finalement, votre association et votre fondateur
il a porté ça, il a porté cette image-là, et je retiens notamment dans les termes qui ont été employés tout à l'heure dans la présentation, celui d'engagement citoyen. Parce que je pense que c'est déterminant et c'est ce qui nous lie les uns aux autres. On n'a pas tous les mêmes savoir-faire, on n'a pas tous les mêmes dons, comme vous disiez, madame, tout à l'heure. Mais par contre, on peut avoir tous la volonté de travailler ensemble. Et je pense qu'à travers cette thématique-là, à travers cette nécessité d'avoir du logement décent, du logement digne, et d'avoir cette capacité finalement à relier l'intérêt social et l'intérêt écologique qui fondent notre avenir, on est au cœur de ce que nous devons faire ensemble. Ces politiques-là, elles sont d'une acuité particulière, vous le rappeliez à l'instant, monsieur le maire. On est à la veille d'un hiver qui s'annonce particulièrement compliqué. Alors, je ne suis pas de Météo France, donc je ne sais pas quelles seront les températures, mais vous savez qu'il y a des règles comme ça où les choses s'enchaînent. Nous avons eu un été extrêmement caniculaire, sec. Au moment où nous avons des préoccupations sur l'énergie, il n'est pas complètement impossible qu'on ait un hiver très froid et peut-être même très sec, ce qui nous amènera l'été prochain à nous reposer la question de la ressource en eau. Et donc, dans cette configuration-là, évidemment, les préoccupations qui sont au cœur de votre activité, au cœur des politiques que l'État vous demande de mettre en œuvre, sur lesquelles vous êtes partenaire avec l'État, puisque je rappelle quand même que vous représentez plus de 80% des opérations ANA sur lesquelles, du territoire pour lesquelles il y a des conventions avec les collectivités et l'État. On est quand même vraiment devant un défi extraordinaire. Pendant des années, on a parfois eu la sensation de prêcher dans le désert quand on parlait de précarité énergétique, quand on parlait de nécessité de renforcer l'isolation thermique, de travailler sur la performance finalement de ce qu'on construisait, du bâti, de la rénovation. Parfois, on a eu l'impression qu'on avait finalement assez peu de relais, parce que ce qui était important, c'était de construire. Construire bien, bon, éventuellement. Aujourd'hui, on est dans cette configuration-là, où il faut qu'on fasse les deux. Il faut construire, monsieur le maire rappelait le déficit de logement qui est le nôtre, et particulièrement sur ce territoire qui est tendu, parce qu'il est très attractif, et c'est une très bonne chose. Mais du coup, ça rend compliqué la réalisation de logements sociaux à des prix accessibles, mais également du logement privé à un prix accessible. Mais finalement, j'imagine que dans les territoires que vous représentez, on peut avoir tout autant ce constat d'un besoin de logement ou d'un besoin de logement bien localisé. Parce que ce qu'on oublie parfois, c'est que dans le logement qui a été construit, parfois, on l'a fait à des endroits où il ne répondait pas à un besoin. Et alors là, on est dans un paradoxe extraordinaire. C'est qu'on a du logement vacant, des gens qui ont besoin d'être logés, et on n'arrive pas à connecter les deux. On doit faire mieux collectivement. On doit faire mieux en qualité, on doit faire mieux en localisation, on doit faire mieux en politique publique. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une politique publique? C'est d'analyser une situation et d'avoir une stratégie et que l'on met en œuvre. On met en œuvre des moyens pour réaliser cette stratégie. Ce n'est pas simplement de construire du logement, c'est de construire du logement qui réponde réellement aux besoins de la population et du pays. Donc, vous voyez, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, vous avez fêté vos 80 ans, c'est un bel âge, incontestablement. Mais ce qui est devant nous va nécessiter d'avoir énormément d'énergie. Et je sais que votre association, parce qu'elle fédère des gens qui ont énormément d'énergie, d'envie, de volonté, d'investissement, et que vous avez à vos côtés des collectivités et l'État qui ont également cette volonté et cette énergie, nous serons capables de faire. N'oublions pas d'où nous venons, les erreurs qui ont été faites. Après tout, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs. Mettons tout ça au profit d'ambition et des défis que nous avons à relever. Je nous souhaite collectivement une belle réussite. Je vous souhaite de garder toute l'énergie, toute la dynamique dont on a besoin, parce que, croyez bien,
que la satisfaction que nous tirerons dans quelques années de ce que nous avons réussi à faire à partir de maintenant sera à la hauteur des efforts que nous avons produits. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame la Préfète. Merci, Monsieur le maire. Et nous allons finir par une touche plus, on va dire, photographique, puisqu'on va proposer de faire une photo de famille, puisqu'on a beaucoup parlé de famille, donc avec Violaine Jantet, Florence Balaï, Mathieu Rebière, et je vais aussi appeler donc Christiane Lose, la fille de Madame Martel, qui est venue depuis la région parisienne et qui a accepté de venir pour cette photo de famille. Alors je profite. Christiane, est-ce que vous voulez nous dire un mot? Je suis trop émue. Donc trop émue, il faudra aller l'interviewer après, Christiane. En tout cas, merci beaucoup d'être venue. Et je voudrais juste demander à Marie-France pourquoi c'est Marie-France qui accompagne Christiane. Effectivement, j'accompagne Christiane parce que Christiane est ma grande cousine. C'était la cousine germaine de mon papa. Et donc, Madame Martel était la tante de mon papa. Donc, je suis effectivement la 3e génération puisque ma mère est également dans la salle et qu'elle a travaillé pendant de nombreuses années au Pacte, également en région parisienne. Donc, c'est un moment un peu particulier pour nous. Voilà. Et moi, je travaille où? Je travaille à Soliaronne et Grand Lyon. Voilà. Et je travaille dans le mouvement Pacte depuis 1996, la fin de mes études d'architecture. Voilà. Et donc, très heureuse de continuer à travailler, toujours pleine d'énergie. Madame la Préfète, vous en parliez, toujours aussi motivée, et motivée aussi avec... Tous mes collègues, tous mes coéquipiers et coéquipières qui sont dans le fond de la salle et que, voilà, à qui je fais un coucou particulier.